As-tu déjà entendu parler des Philistins, n'est-ce pas? Ces ennemis classiques d'Israël dans les récits bibliques. Mais qu'est-il advenu d'eux? Ont-ils disparu de la carte? Ont-ils été exterminés? Ou peut-être que ce que tu crois savoir ne représente qu'une partie d'un récit bien plus vaste, rempli de rebondissements inattendus. Peu de gens l'imaginent, mais derrière l'image des méchants bibliques se cachait un peuple à la culture vibrante, à la religion sophistiquée et à la puissance militaire enviable. Ils n'étaient pas de simples figurants dans des batailles épiques comme celle de David contre Goliath. Les Philistins ont laissé une empreinte profonde dans l'histoire de la Méditerranée. Une empreinte que les archéologues tentent encore aujourd'hui de déchiffrer, armés de brosses, de pinceaux et d'une bonne dose de sueur sous le soleil brûlant de la Palestine. Dans ce contenu, tu vas découvrir des secrets fascinants, comprendre pourquoi l'Arche des Alliances s'est retrouvée dans un temple païen et plongée dans une aventure spirituelle, historique et même politique. Prépare-toi, car si les Philistins ont disparu en tant que peuple, leur influence, elle, résonne encore dans le monde moderne, bien plus qu'on ne l'imagine. Les Philistins n'étaient pas simplement les méchants des récits de Samson ou de David et Goliath. Ils représentaient une menace réelle et constante pour Israël, tant sur le champ de bataille que dans le domaine des idées. La Bible les décrit comme des rivaux redoutables, mais ce conflit cachait en réalité un choc plus profond, une collision entre cultures, entre spiritualité, entre visions du monde. Et le plus surprenant, ces anciens ennemis venaient peut-être de loin, des îles de la mer Égée, en tant que membres des redoutés peuples de la mer. Un peuple étranger qui a osé s'implanter sur la côte sud de Canaan. Ils s'établirent sur une bande de terre stratégique, contrôlant les routes commerciales et imposant leur présence avec force. La région de la Pentapole, formée de 5 villes principales comme Gaza, Ashdod et Écron, devint une confédération puissante. Et cela dérangeait profondément Israël, qui était encore en train de se forger en tant que nation. La tension entre les deux peuples était constante, mais allait bien au-delà des épées et des lances. C'était aussi une lutte pour l'espace spirituel, pour l'identité ethnique, pour savoir qui avait véritablement le droit d'appeler cette terre promise. Ce conflit a modelé l'imaginaire religieux et culturel de nombreuses générations. En comparant les pratiques spirituelles des Philistins avec celles d'Israël, on observe un contraste saisissant. C'était comme si cette lutte représentait aussi une métaphore du combat intérieur que nous menons encore aujourd'hui. Garder la foi face aux pressions extérieures, aux cultures dominantes, aux modernités qui défient nos racines. Alors, une question demeure, les Philistins sont-ils vraiment si éloignés de notre réalité? Réduire les Philistins à de simples guerriers brutaux, c'est passer à côté d'un chapitre riche de l'histoire. Ce peuple venu du cœur de la Méditerranée a apporté une culture vibrante, influencée par les Mycéniens, les Égyptiens et les Cananéens. Il suffit d'observer la céramique mycénienne retrouvée lors des fouilles dans les villes de la Pentapole. Les détails, les motifs et même les techniques utilisées révèlent un goût raffiné, bien loin de l'image d'un ennemi barbare. Ils ne faisaient pas que la guerre, ils savaient aussi construire, décorer et s'exprimer artistiquement. De plus, leur architecture urbaine impressionne encore aujourd'hui. Des villes comme Ashkelon et Gath possédaient des structures complexes, des entrepôts, des murailles bien planifiées et des centres religieux. La culture philistine s'organisait de façon collaborative entre les 5 villes principales, ce qui montre un niveau de coordination politique très avancé pour l'époque. C'était une sorte d'alliance stratégique, un mini-empire interconnecté où les décisions étaient prises collectivement. Cette organisation assurait une stabilité interne qui remettait en question le modèle tribal d'Israël à cette époque. Et le plus fascinant, c'est que cette sophistication culturelle influençait aussi la vie quotidienne. Leurs vêtements, leurs rituels, leur manière de commercer et même d'interagir avec les étrangers révélaient un peuple bien plus cosmopolite qu'on ne l'imagine souvent. Si aujourd'hui nous vivons dans un monde saturé de cultures, divers réseaux sociaux, mondialisation, influence de partout. Imagine ce que c'était de vivre en Philistie, ce carrefour de traditions méditerranéennes au cœur de l'ancienne Palestine. Cette diversité culturelle nous pousse à réfléchir: que perdons-nous en simplifiant à l'excès nos ennemis? Les Philistins n'étaient pas seulement en avance culturellement, ils possédaient un atout majeur qui les rendait presque imbattables au combat à la maîtrise du fer. Alors que d'autres peuples dépendaient encore du bronze, eux forgeaient déjà des armes et des outils avec un matériau plus résistant et plus efficace.
Cet avantage technologique leur donna un contrôle stratégique sur la région et une nette supériorité sur Israël, notamment à l'époque des juges. Avoir le fer à cette époque, c'était comme posséder une super technologie, un peu comme avoir un smartphone dans un monde encore analogique. Cette supériorité militaire influençait tout ce qui les entourait. Les Philistins contrôlaient la production, la distribution et limitaient même l'accès au fer pour les Israélites, selon les récits bibliques. Cela affaiblissait leurs ennemis tout en renforçant leur propre économie. Grâce à des outils plus efficaces, ils amélioraient l'agriculture, la construction et même les rituels religieux, créant ainsi une société robuste et résiliente. Le fer n'était pas seulement une arme, c'était un symbole de domination, de progrès et pour Israël, une menace constante. Mais ce qui attire le plus l'attention, c'est que cette domination ne les rendait pas arrogants, mais stratèges. Ils savaient utiliser leur pouvoir à leur avantage, aussi bien dans les confrontations directes que dans l'imposition culturelle. Et c'est là que la réflexion devient plus profonde combien de fois dans l'histoire, et même dans notre vie personnelle. Ceux qui possèdent le fer dictent les règles, le savoir, l'accès, la structure, tout cela façonne les relations de pouvoir. Les Philistins l'avaient compris. Et la question est, sommes-nous conscients, aujourd'hui, de ce que représente le fer dans nos propres combats quotidiens? Croire que les Philistins avaient une spiritualité simpliste ou païenne au sens péjoratif du terme est une erreur. Leur religion était profonde, structurée et riche en symboles. Dagon, la divinité la plus souvent citée, était une figure centrale, généralement associée à la fertilité et à la moisson. Mais il n'était pas seul. Des divinités comme Astarté et Baal-Zébub faisaient aussi partie d'un panthéon exprimant les valeurs, les peurs et les espoirs de ce peuple. Leurs pratiques spirituelles mêlaient crainte et célébration, une dynamique fréquente dans les religions anciennes. La scène où l'Arche des Alliances est placée dans le temple de Dagon est l'un des moments les plus emblématiques de ce choc spirituel. La Bible raconte comment la statue de Dagon est tombée devant l'arche, symbolisant non seulement la supériorité du Dieu d'Israël, mais aussi un affrontement direct entre deux visions du monde. Ce n'était plus simplement une guerre géopolitique, mais un combat de signification, d'adoration, de souveraineté divine. Un événement qui continue de susciter des débats chez les théologiens, les archéologues et les passionnés d'histoire. Les temples philistins étaient des lieux d'influence sociale et politique. Les prêtres y jouaient un rôle bien au-delà du spirituel, ils réglaient des conflits, organisaient des festivités, géraient les ressources. Cela montre à quel point leur religion était intégrée à la vie quotidienne et non séparée de la sphère civile. Et peut-être que là réside une leçon importante aujourd'hui, beaucoup cherchent à dissocier foi et quotidien, comme si la spiritualité ne concernait que les dimanches. Mais les Philistins, bien qu'étant des rivaux, nous rappellent que la manière dont nous adorons influence profondément notre manière de vivre. Leur fête n'était pas de simples rassemblements populaires, c'était de véritables affirmations culturelles, politiques et religieuses. Tout le monde s'y retrouvait chefs, prêtres, guerriers, peuple dans des célébrations mêlant rituels, musique, nourriture et parfois des sacrifices. Ces festivités renforçaient les liens communautaires, marquaient les cycles agricoles et servaient à honorer les dieux. Pour eux, célébrer était une façon de maintenir l'ordre spirituel du monde. Et comme tout bon peuple méditerranéen, ils savaient le faire avec intensité et profondeur. Un des épisodes les plus dramatiques autour d'une fête philistine est sans doute la mort de Samson. Captif, humilié, aveugle, il est conduit au temple de Dagon pendant une célébration, alors que les Philistins se moquent du Dieu d'Israël. La scène finale, lorsque Samson fait s'écrouler les colonnes du temple et meurt avec ses ennemis, est une image puissante de jugement divin et de résistance spirituelle. Cette fête, pensée comme une victoire politique, est devenue un symbole de foi et de sacrifice encore cité dans les sermons et les films d'aujourd'hui. Ces fêtes nous en disent long sur la société philistine. Elles révèlent qu'au-delà de l'armure du guerrier, il y avait un peuple avec une vie quotidienne, des joies, des traditions, et aussi ses propres crises. Il est facile de déshumaniser ses ennemis lorsqu'on ne les voit qu'à travers le prisme de la guerre. Mais lorsqu'on découvre qu'il avait des chansons, des danses, des espoirs, quelque chose change. Dans un monde aussi polarisé que le nôtre, se rappeler que même nos adversaires ont des familles, des fêtes, et une foi peut nous aider à bâtir des ponts ou au moins, à mieux comprendre la complexité humaine. Même un peuple doté d'une culture riche,
d'une maîtrise du fer et de festivités impressionnantes ne peut échapper au marais de l'histoire. Le déclin des Philistins commença sous la pression croissante des grands empires venus du nord et de l'est. L'empire assyrien fut le premier à les affaiblir sérieusement, en conquérant leurs villes et en leur imposant de lourds tributs. Plus tard, Babylone puis la Perse achevèrent le travail, diluant leur autonomie jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de l'ancienne Pentapole. L'identité philistine, forte pendant des siècles, fut peu à peu rongée. Mais cette disparition ne fut pas un effacement brutal. Ce fut une absorption lente, où la culture, la religion et même la langue philistine se perdirent au fil des dominations étrangères. Il n'y eut pas de dernier jour des Philistins, comme dans un film épique. Ils furent absorbés par d'autres peuples, perdirent le contrôle politique et même la mémoire collective. À l'époque hellénistique, leurs traces ethniques avaient pratiquement disparu, ne subsistant que dans les ruines et dans les textes de leurs anciens ennemis, surtout la Bible. Et c'est là qu'un des aspects les plus intrigants apparaît. Puisque l'histoire est souvent racontée par les vainqueurs, beaucoup de choses sur les Philistins sont restées cachées pendant des siècles. Mais réfléchis combien de cultures, d'idées, voire de peuples entiers ont disparu non pas par faiblesse, mais parce que leurs récits ont été réduits au silence. Cette réflexion vaut non seulement pour les chercheurs en religion ou en archéologie, mais pour quiconque veut comprendre comment le temps transforme même les plus grands empires en poussière d'archives. Et pourtant quelque chose des Philistins a survécu. Voyons comment. Tu savais que le mot Palestine vient directement de Philistie? Oui, c'est exact. Quand les Romains voulurent effacer le lien entre les Juifs et leurs terres, après des révoltes sanglantes, ils rebaptisèrent la région Syria Palestina. Ce fut une manœuvre politique, presque une provocation historique. Ils utilisèrent le nom des anciens ennemis d'Israël, les Philistins, pour désigner le territoire, alors même que les Philistins, en tant que peuple, n'existaient déjà plus. Une ironie cruelle qui a traversé les siècles et qui sème encore la confusion aujourd'hui. Il est important de comprendre que ce nom ne crée aucun lien ethnique entre les anciens Philistins et les Palestiniens modernes. Ce sont des contextes totalement différents, séparés par des millénaires. Cependant, le symbolisme du nom porte un poids énorme. Il montre comment certains héritages perdurent non pas par ceux qui ont vécu l'histoire, mais par ceux qui l'ont réécrite. Et dans ce cas, l'héritage philistin est devenu une sorte d'écho politique, utilisé pour redéfinir des géographies, des identités et des récits. Ce qui est fascinant, c'est que, même disparus comme ethnie, les Philistins ont laissé des traces dans l'archéologie, dans les noms de lieux, et même dans les débats contemporains sur l'appartenance et l'identité. Cela nous rappelle qu'aucune culture ne disparaît totalement. Il y a toujours des vestiges, des mémoires, des influences. Et parfois, ce qui survit n'est ni la gloire militaire ni la richesse, mais le nom utilisé, transformé, réinterprété. C'est comme si le temps jouait avec les pièces de l'histoire et que nous essayons encore de comprendre les règles du jeu. Ces dernières années, des fouilles à Ashkelon, entre autres sites, ont révélé un véritable trésor d'informations sur les Philistins au sens propre. Sépultures, objets et même fragments d'ADN ont été analysés par des archéologues et des généticiens. Ces recherches ont montré que les Philistins avaient des origines mixtes, en partie cananéennes, en partie européennes, avec de fortes connexions au peuple de la mer Égée. Cette découverte renforce l'idée qu'il était des migrants maritimes qui se sont mêlés aux populations locales pour former une identité nouvelle et hybride. Parmi les découvertes les plus fascinantes, on retrouve des objets du quotidien céramiques aux motifs mycéniens, parus en mêlant styles orientaux et occidentaux. Ces éléments ne sont pas simplement esthétiques, ils racontent des histoires. Ils montrent comment les Philistins absorbaient et réinterprétaient les traditions. Ils n'étaient pas une culture fermée, mais un véritable laboratoire de fusion culturelle. Et voilà un message fort pour notre époque mondialisée: coexister ne signifie pas perdre son identité, mais l'enrichir mutuellement. L'étude de l'ADN ancien renforce aussi l'idée que l'identité ethnique est plus fluide qu'on ne le croit. Les Philistins n'étaient pas un bloc rigide et homogène, ils ont changé, se sont adaptés, ont évolué. Cette découverte nous pousse à repenser nos propres racines. Sommes-nous vraiment issus d'un seul lieu? Ou sommes-nous, comme les Philistins, le fruit de nombreux échanges, de multiples influences et de reconstructions successives? La science moderne ne nous aide pas seulement à comprendre le passé, elle nous invite à regarder avec humilité la complexité du présent. Lorsque l'on retrace l'histoire des Philistins d'une puissance militaire à un peuple oublié, on est forcé de réfléchir à la manière dont fonctionne l'histoire.
Ce ne sont pas toujours les plus forts qui survivent. Parfois, ce sont ceux qui laissent des traces profondes, même après avoir perdu leur souveraineté. Le cas des Philistins nous montre que l'identité est une construction délicate, faite de choix, de conflits et souvent d'impositions. Et cela nous amène à une question essentielle: qu'est-ce qui définit réellement qui nous sommes? Un autre point crucial, le rôle de la foi dans les affrontements culturels. Les Philistins et les Israélites ne se battaient pas uniquement pour des terres, mais pour des visions du monde, pour des dieux différents, pour des récits opposés. Aujourd'hui encore, de nombreux conflits sont nourris par des idéologies, des croyances, des histoires transmises. En comprenant cet ancien affrontement spirituel, nous pouvons voir nos propres luttes sous un angle nouveau. Peut-être qu'au lieu de répéter les erreurs du passé, nous pourrions chercher à mieux comprendre sans renoncer à la vérité, mais sans nier l'humanité de l'autre. Et enfin, il y a l'héritage de l'oubli lui-même. Les Philistins ont failli être effacés de l'histoire, mais aujourd'hui, ils sont redécouverts avec des yeux plus attentifs, moins jugeants. Cela nous pousse à nous interroger: combien de peuples, de savoirs, d'expériences personnelles ignorons-nous à cause de nos préjugés ou de notre inattention? Se souvenir des Philistins, ce n'est pas seulement étudier le passé, c'est apprendre à mieux interpréter le présent. Car en fin de compte, que laisserons-nous aux générations futures? Des murs de séparation ou des ponts de compréhension? Quelle est la portée de l'histoire des Philistins dans ta vie aujourd'hui? Bien plus grande qu'il n'y paraît. Elle nous enseigne que l'identité n'est pas fixe, mais une construction perpétuelle. Que la vraie foi ne fuit pas les conflits, elle les transforme en opportunités de croissance. Et que même les peuples oubliés peuvent porter des leçons profondes de résilience, de spiritualité et de but. Alors peut-être est-il temps de regarder ton histoire personnelle avec d'autres yeux. Quels sont les Philistins que tu dois mieux comprendre et non simplement combattre? Quelles pratiques spirituelles as-tu négligées en vivant en mode automatique? Qu'es-tu en train de construire aujourd'hui qui sera peut-être redécouvert demain? Si ce contenu t'a interpellé, touché ou simplement intrigué, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On va encore explorer beaucoup de sujets passionnants ensemble, de la Bible à l'archéologie, de la foi à la vie quotidienne. Et toi, tu fais partie intégrante de ce voyage.